Jeudi, 9 heures. Je suis en pleine phase de sommeil profond. Mon téléphone sonne. Un 05 que je connais pas. Ayant écumé les hôtels hébergeant le 115 ces 2 dernières semaines avec mon CV, je me dis que je ferais mieux de décrocher. Je me compose une voix qui trahisse le moins possible que je suis encore 6 pieds sous couette et je prends l'appel. Oui, allô ? Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle de l'hôtel Paradoxicon. C'est bien vous qui avez déposé un CV de réceptionniste chez nous la semaine dernière ? Oui, tout à fait. Ah, parfait. Je vous appelle parce que j'aurai un poste, mais ce serait un temps partiel sur le week-end, 2 jours et demi en alternance. Est-ce que ça vous intéresserait ? Bien sûr, oui. Mais c'est un équivalent 20 heures semaine, hein. Ça vous gêne pas ? Non, non, pas de souci. Vous pourriez passer chez nous demain matin vers 10 heures ? Demandez Frédéric. Bien sûr, je peux. C'est parti. Vendredi, 9h55. Je me pointe à l'hôtel. Pour un entretien d'embauche ? Une prise de contact ? Mystère, on verra bien. Il y a du monde autour de la réception. Je décide de m'adresser au type grisonnant derrière le comptoir qui me scanne des pieds à la tête depuis que j'ai passé la porte. Il devient plus avenant quand je lui dis pourquoi je suis là. Ah, vous venez voir Fred. Fred. Elle arrive, hein. Une blonde survoltée arrive en effet, qui m'emmène dans un placard à balai microscopique qu'elle appelle pompeusement bureau, au prétexte que quelqu'un a eu l'idée bizarre d'y installer une table avec 2 sièges en vis-à-vis. Le reste des 5 mètres carrés est occupé par des étagères et un capharnaüm que je n'ai pas le temps d'identifier. L'entretien sera interrompu toutes les 5 minutes par un deuxième type grisonnant qui vient farfouiller dans les placards avec la délicatesse d'un sanglier, par des coups de fil intempestifs et par des Fred venant de la réception. Par un tour de passe-passe que je ne m'explique pas, elle sort mon CV du magma environnant. S'ensuit le dialogue classique auquel on a le droit presque à chaque fois avec quelqu'un qui a lu le truc en biais et ne se rappelle pas vraiment, mais se sent obligé de vous interroger pour la forme et se retrouve donc à faire les questions et les réponses. Et vous avez déjà bossé de nuit ? Ah oui, bien sûr, c'est marqué là. Ok. Et des logiciels de réception, vous en avez déjà utilisé ? Ah bah oui, hein. C'est sûr que là-bas, vous avez dû vous en servir. Et les langues ? Vous m'avez marqué les langues ? Ah d'accord, c'est là, oui. Ok, c'est très bien. Et votre adresse, je l'ai en haut à gauche, oui, évidemment, avec... Ah oui, c'est vos coordonnées, ok. Et c'est où cette rue déjà ? C'est pas trop loin, 20 minutes ? Ok, ça va, c'est bien. Je comprends assez vite que sa principale crainte, c'est que je l'abandonne en cours de route. Comme elle me propose un temps partiel, elle veut savoir si j'ai une autre source de revenus. Elle me demande combien de temps j'ai l'intention de rester sur Toulouse, etc. C'est à partir de là qu'elle se met à me parler du Graal. Elle a besoin d'embaucher un CDI. J'ai l'impression qu'elle s'en mêle un peu les saucisses sur la période d'essai. D'abord, elle me dit 2 mois, ensuite 4, ensuite elle se rappelle pas. Moi, j'en sais rien, c'est la première fois qu'on me propose un CDI. Et d'emblée en plus. En général, j'aurais eu tendance à me dire que c'était trop beau pour être vrai et à trouver ça louche, à me méfier. Quand on te fait un pont d'or comme ça veut souvent dire que tu vas bien misérer derrière parce que personne n'a voulu le garder, ce taf. Mais bon, paraît que le secteur est en tension, alors je leur accorde le bénéfice du doute. Et surtout, je suis d'abord là pour autre chose, pour regarder. On continue sur des généralités jusqu'à ce qu'elle me regarde dans les yeux d'un air grave. Je dois vous prévenir qu'on n'est pas un hôtel comme les autres. Ah non ? Non, on fait dans le social. Vous avez déjà entendu parler du 115 ? Je manque de me péter 3 côtes pour m'empêcher d'éclater de rire. Ah oui, ça me dit quelque chose. En fait, c'est le SAMU social. Ils nous envoient des gens pour qu'on les reloge. On fait plus que ça depuis le premier confinement, sinon on aurait dû fermer. D'accord, je vois. Et ça vous dérange pas ? C'est quoi, cette question ? De ? Je comprends pas. De travailler avec des personnes relogées par le 115, quoi. C'est pas tout à fait pareil que dans un hôtel classique. On fait du social, quoi. Ça vous embête pas de bosser comme ça ? Pas du tout, non ? Parce que quand même, c'est pas pareil, hein. J'ai bossé en résidence hospitalière. C'est pas exactement de l'hôtellerie non plus. Ah bon ? Ah oui, exact, c'est marqué là. On continue. Mutuelle, salaire, etc. Elle m'annonce que la formation n'est pas rémunérée. Désolée, hein, j'espère que ça vous dérange pas. Vous seriez d'accord avec ça ? Et si je l'étais pas ? Bye bye CDI. De toute façon, je suis venue en me disant que je serais d'accord avec tout, dont acte. Si c'était que de moi, je vous dirais oui tout de suite. Mais il faut que j'en parle à ma direction, c'est pas moi qui décide.
Je pense que je devrais arriver à les joindre d'ici lundi matin. Ça vous va, si je vous rappelle à ce moment-là? Pas de souci. Ou mieux, attendez. Vous venez 1 heure lundi à la réception avec moi, pour vous rendre compte de comment ça fonctionne et voir si ça vous va. Et on en rediscute à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en dites? Lundi, 9h55. Le type de vendredi est toujours vissé à la même place et je sais toujours pas qui c'est. Lui, par contre, a l'air de me resituer de suite. Ah, salut. Justine, c'est ça? Comment ça va? Arrive Fred. Ah, Justine, c'est ça? T'as fait connaissance avec Gérard, je vois. Viens, je vais te faire voir le logiciel. Heureusement, Fred est encore plus maigre que moi, donc on arrive à se faufiler toutes les deux pour accéder à l'ordi. Le poste est si étroit qu'on peut à peine y caser un siège, et encore, il faut beaucoup de bonne volonté pour réussir à le glisser entre l'ordi et l'imprimante, sans faire tomber tous les trucs machins qu'il y a autour. Pas question de contrat, de direction ou quoi. Elle a pas dû réussir à les avoir. Le plus important, c'est de vous assurer qu'il n'y a que les résidents qui rentrent. Le numéro de chambre, ça suffit pas pour que vous donniez la clé, vu que vous connaissez pas les gens. Faut que vous leur demandiez leur nom et que vous vérifiez sur le planning. Si vous avez un doute, vous demandez les papiers d'identité. Sinon, vous m'appelez moi. Ou si ça craint, les flics directement. Surtout, vous n'hésitez pas, hein. Du coup, le temps que je passerai en réception, je suivrai ce protocole à chaque fois que quelqu'un entre, même si ça me paraît absurde puisque Fred est à côté de moi et qu'elle connaît tout le monde. Les gens sont perplexes aussi, ne comprennent pas tout de suite, mais acceptent finalement de jouer le jeu avec le sourire. Entre-temps, on encaisse les cafés des gens qui louent la salle de réunion. On bosse avec l'entraide protestante et le CCAS, majoritairement. En général, les gens sont logés par bloc de 2 semaines. Des fois, le CCAS bascule sur l'entraide. L'entraide, je crois, c'est la mairie et le CCAS, le département. Ou l'inverse, je suis pas sûre. C'est la direction qui gère ça. Je vais pas mentir, j'ai pas trop voulu chercher plus loin. Bref, la majeure partie des résidents qu'on a, c'est du longue durée. On en a qui sont là depuis le premier confinement. Mais on bosse aussi avec Intermed. Là, c'est plus du ponctuel, de la mise à l'abri. Dans ce cas, on n'a qu'un prénom et la personne reste une nuit. Le 115 peut aussi faire ça des fois, mais c'est plus rare. En tous les cas, si les flics viennent te faire caguer pour que tu leur donnes des infos que t'as pas, tu leur dis « c'est la procédure, c'est tout ». Au pire, tu m'appelles. On prend aussi des fois des gens du CDEF 31, mais là, c'est des mineurs. Si tu peux éviter, évite. Il y a les édus qui sont censés venir, tout, ok, d'accord. Mais bon, au bout, c'est toi qui es responsable. Et t'as tout le reste, l'hôtel à gérer, quoi. D'ailleurs, sois sûr que les parents te laissent pas leur môme comme ça, sans surveillance. Te mets pas dans les galères. Bon, je te rappelle demain pour te dire rapport à la direction. Pour moi, c'est 90% sûr. Mais je veux pas m'engager sur des trucs que je contrôle pas, désolé. Ah oui, aussi, le jean bleu en réception, on n'a pas le droit. La direction veut pas. Tu te mets un pantalon noir, genre, ou une jupe, quoi. T'aurais ça? Je repars avec un exemplaire du règlement que les résidents doivent signer et une dizaine de pages de généralité sur le boulot. Et mon jean bleu. 13h, coup de fil. Fred a pu avoir sa direction, ils sont partis pour m'embaucher. J'y retourne demain. Mardi, 10h55. En robe. J'arrive pour mon premier bloc de 2 heures de formation. Je ne sais pas combien il y en aura, ni quand ce sera. Gérard est là, fidèle au poste. Je n'ai toujours pas bien compris sa fonction. Dans un hôtel d'une 50aine de chambres, avec une clientèle assez fixe, on ne mettrait jamais les réceptionnistes en binôme, ça coûte trop cher, même si ça pourrait très souvent valoir le coup. Bref, je ne sais pas bien qui est Gérard, mais depuis que lui a compris qui j'étais, il est toujours très jovial et avenant avec moi. Il y a d'ailleurs un moment de flottement où je me retrouve seule avec lui en attendant Fred. Leïla, la femme de chambre, s'amène vers lui avec son téléphone. « Gérard, tu lis ça s'il te plaît? Moi je connais pas. » Il me jette un coup d'œil, vaguement gêné par ma présence, puis se met laborieusement à lire à voix haute l'intégralité d'un spam qui propose certains taux sur des crédits. « Mais moi, je dois leur envoyer de l'argent, moi? » Gérard semble perplexe. Tant pis, je sors de ma réserve et je prends la main. « Non, surtout pas, c'est de la pub, c'est tout !» Gérard saisit la balle au bond. C'est de la pub, ça, Leïla. Tu le vires direct, tu réfléchis pas. Sûr, j'envoie pas de l'argent. Oui, oui, sûr, dégage-le. Arrive Fred. Elle veut commencer par me montrer la maison. On démarre avec le rez-de-chaussée et l'ancienne salle de petit déjeuner. Elle sert plus depuis qu'on fonctionne avec le 115.
Là, il y a un four, mais les gens peuvent pas s'en servir. C'est pour cuire les croissants quand les gens qui louent la salle de réunion nous en demandent. On s'en sortirait pas sinon. Pour se chauffer à manger, ils ont le micro-ondes là au-dessus. Mais ils peuvent pas manger sur place. Pour la machine à café, c'est pareil. C'est toi qui les sers et qui les encaisses, je te ferai voir. Les gens peuvent pas cuisiner dans les chambres? Non, surtout pas. Il faut absolument que tu t'assures qu'ils le fassent pas. Absolument. Déjà, c'est interdit. Et c'est arrivé plusieurs fois que ça nous déclenche l'alarme incendie, et là, c'est une galère, je te raconte pas. D'ailleurs, rappelle-moi de t'expliquer le protocole si jamais ça t'arrive. Bon, on va faire le tour maintenant, donc là c'est la façade. C'est les chambres qui donnent sur la rue, quoi. Bon, on se pèle. Je te fais voir l'annexe. Oh Gérard! C'est quelle heure déjà? 11h30? Ils ont déjà commencé à faire frire les oignons là-haut. Ouais, on sent. Elle se liste certaines chambres où les gens sont sortis et m'entraîne dans un labyrinthe d'escaliers, de couloirs et de portes qui se ressemblent tous, répartis dans 3 bâtiments, sur 5 niveaux, sous-sol compris. Je ne sais pas qui de Kafka ou d'M.C. Escher a conçu cet hôtel. Toujours est-il qu'au bout de 5 minutes à peine, je ne sais déjà plus à quel étage je me trouve, ni même dans quelle aile, tant les couloirs tournent et communiquent de manière déconcertante. Fred tient à me montrer chaque type de chambre, mais semble craindre particulièrement que les résidents ne soient remontés entre-temps, et appelle plusieurs fois Gérard à la réception pour qu'il vérifie que leurs clés sont toujours là. Ayant été plusieurs fois femme de chambre, je suis un peu surprise qu'elle ne frappe pas, tout simplement. Ici, c'est pas pareil. Des fois, les gens se fâchent si on rentre dans leur chambre, surtout s'ils sont là depuis longtemps. Ils disent qu'on n'a pas le droit. En vrai, si. Bien sûr, on a le droit. Mais franchement, je peux comprendre. C'est pas pareil. Évidemment, ça n'a même rien à voir. Si ça peut sembler naturel qu'une femme de chambre entre à sa guise pour retaper le lit et vider les poubelles dans un endroit où l'on reste 2 ou 3 nuits, on occupe l'espace différemment quand on s'y installe avec ses gosses pour 6 mois, 1 an, voire plus. Je me dis que moi aussi, je tirerais la gueule si mon proprio se permettait de se pointer chez moi à l'improviste, surtout en mon absence. Cette impression se précise à la prochaine porte qu'elle pousse. Oh là là, misère, dans quel état ils m'ont mis ça? C'est dégueulasse. Ah, je suis désolée, hein, Justine, j'ai honte, je te jure. J'ose même pas te faire boire la mezzanine du coup. Des fois, tu vois, ça craint, hein, franchement. Ils te mettent ça dans des états. Ben franchement, j'ai déjà vu bien pire, en hôtel classique, et 3 étoiles, où les gens ne restaient que quelques nuits et dont la chambre était faite tous les jours. Je me sens en situation familière, je suis presque surprise de ne pas voir mon chariot avec ma serpillière en sortant des chambres. Il y en a des propres, des sales, des rangées, des bordéliques. La réelle différence avec les endroits où j'ai déjà bossé tient dans la saturation de l'espace. C'est presque une constante absolue. Les résidents déploient des trésors d'ingéniosité pour réussir à caser leurs valises et ustensiles, tout en gardant un semblant de passage pour pouvoir circuler. Sauf que les chambres ne sont pas toutes pareilles. Certaines ont été refaites à neuf récemment, qui sont très bien, d'autres pas, et certaines assez décrépies, surtout celle qui est mansardée et qui a l'air d'avoir des infiltrations. Elles n'ont pas toutes la même taille. On entre dans l'une d'elles, où 2 lits de place occupent la quasi-intégralité de la pièce. Je peine à trouver la porte de la salle de bain, qui est cachée derrière celle de l'entrée. C'est acrobatique à ouvrir. Fred s'en aperçoit. Là, c'est une maman avec ses 2 gosses. C'est beaucoup trop petit. C'est pas adapté. D'ailleurs, je sais pas comment elle fait pour que ce soit si propre. Non, ça doit être galère vraiment. Mais je peux pas vraiment faire grand-chose d'autre. Je me dis que c'est toujours mieux ça que de la laisser dormir dehors ou dans un gymnase, quoi. De toute façon, c'est pas comme si j'avais le droit de dire quelque chose. Et plus loin, Ah, là, tu vois, il y a des casseroles. Ça veut dire qu'il doit y avoir des plaques ou un réchaud quelque part. Mais je le vois pas, ils ont dû le planquer. Ils sont pas cons non plus. Mais bon, nous, hein, on n'a rien vu. de retour à la réception, elle prend des nouvelles de tous les résidents qui passent, qui a un rendez-vous chez le médecin, qui a déposé ses gosses à l'école pour la première fois. Elle prévient une dame qu'elle lui a trouvé un manteau et des chaussures, redemande les tailles pour être sûre, lui dit de repasser les chercher demain matin. En passe une autre, plus tard, qu'elle interpelle. Hé, Madame Tartampion, Madame Tartampion, faudra ranger votre chambre, hein, Madame Tartampion, c'est le bordel là-dedans. Promis, hein. Et nous, Justine, on se dit demain même heure, ça te va? Mercredi, 10h55. Une sorte de routine temporaire s'est déjà installée. On dirait que Gérard n'a pas bougé de place depuis hier. On échange quelques mots sur le temps qu'il fait pendant que je range mes affaires au même endroit que les jours précédents,
dans un renfoncement du mur derrière le comptoir. Fred arrive en coup de vent. Elle me salue avec, je crois, un grand sourire, mais c'est pas évident à voir avec le masque. On se lance d'emblée dans une série de contorsions pour essayer de caser 2 sièges derrière l'ordi de la réception. Nous voyant galérer, Gérard vient prêter main forte. À 3 dans cet espace minuscule, j'ai l'impression de faire une partie de Twister, ce jeu où il faut mettre la main gauche sur le rond vert tout en gardant le pied droit sur le rond rouge, au risque de se déboîter une épaule. Tout naturellement, c'est à ce moment précis que le téléphone de Fred se met à sonner avec véhémence. Elle décroche, en évitant de justesse d'embarquer mes lunettes au passage. Ah, quand même! J'ai essayé de te joindre toute la matinée, tu pourrais... Oui, je sais bien, mais tu... Ben oui, le devis! Mais tu devais nous le faire vendredi déjà. Le devis. Moi, je... Mais oui, pour la douche. Mais t'avais pas dit que tu voulais passer... Avant? Demain? Tu peux pas. Bon, ok. Mais sans faute, hein? Ouais. Bon, ok. On fait comme ça. Ouais, salut. Elle raccroche. Désolé, hein, le planning avec les artisans, c'est pas une science exacte. Il y a un problème avec une salle de bain dans une chambre. Elle se rappelle soudain qu'on est toujours emberlificoté avec nos tabourets. Au terme d'une suite d'efforts méritoires, on parvient finalement à se décoincer et à caser le second siège. Elle me colle sur le logiciel. Ça fait au moins 5 ans que j'ai pas fait ça. Alors forcément, je patine. Ce qui me surprend, c'est qu'elle s'en sert pas pour m'engueuler. Elle dit juste « C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il me faudra quelqu'un qui puisse rattraper les trucs le week-end, sur qui je puisse m'appuyer. » Je croise son regard. C'est vrai qu'elle est seule. Coincée entre les besoins primaires, urgents des résidents, qu'elle connaît tous par leur prénom, et sa direction, qui cherche d'abord à faire tourner la boutique. Sa façon de tordre le règlement pour l'adapter un tant soit peu à l'humain me l'a rendue sympathique. Et puis, elle prend le temps de me former correctement. Mais c'est peut-être parce que, cette fois, ma formation n'est pas rémunérée. Et là, tu changes le prix unitaire sur la facture. Et je mets quoi ? Pour l'entraide et tout ça, c'est 60 €. Et sinon, si je prends quelqu'un hors 115, c'est les tarifs qui sont affichés là ? Ah non, tu l'as fait genre à 60 aussi. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, je te dirai. Mais pourquoi ? Mis à part le fait qu'il n'y ait plus de petit déjeuner sur place, c'est les mêmes services qu'avant, non ? Bah oui, mais bon, maintenant qu'on fait de l'hébergement d'urgence, je peux pas... l'environnement, enfin tu vois quoi. Je vois même un peu trop bien, et je sens mon café me remonter dans l'œsophage. Heureusement, je vois quelqu'un s'amener vers nous. Ça fait diversion. C'est le type qui était venu farfouiller dans le bureau pendant mon entretien. Les présentations sont aussi concises et mystérieuses qu'avec Gérard. C'est Alphonse, me dit Fred. Il est venu chercher une clé pour le resto pour une raison tout aussi mystérieuse. Mais il y a tellement de passages et de prénoms que j'ai arrêté d'essayer de comprendre. C'est Alphonse, parfait. Je note quand même que c'est la seule personne que je vois sans masque depuis que je suis là. Il repart comme il est venu. Ça sent le brûlé. Elle s'en est aperçue tout de suite. Elle a cavalé à la salle petit-déj direct. Bilan, une très épaisse couche de crasse cramée sur le bord intérieur du micro-ondes. Quiconque a déjà géré ce genre d'engin en collectivité le sait. Tant que ça marche, c'est que c'est pas grave. Mais j'ai l'impression qu'ici, la maxime c'est plutôt « fais ce que tu veux du moment que ça crame pas ». Elle me raconte en détail un départ de feu au sous-sol et son mec qui descend là-bas avec une serviette mouillée sur la tête. Et tous les résidents sur le trottoir. Sinon t'imagines, un qui reste brûlé vif, qui pourrait vivre avec ça. Mais, bien que ça la fasse parler beaucoup, on ne peut pas faire 2 heures là-dessus. À moins qu'elle me montre comment me servir de chaque type d'extincteur, et elle avoue n'en avoir aucune idée. Elle s'était rendue compte comme moi l'autre jour qu'il était aussi ridicule que bizarre de redemander les noms des résidents à chaque fois qu'ils réclamaient leurs clés. Elle a donc dit aux collègues de me faire une grille où je vois, par chambre, s'il y a ou une femme seule, ou un homme seul, ou une famille, avec enfants, de quel âge, etc. C'est beaucoup plus respectueux pour les résidents et pour moi de faire comme ça m'évite de poser des questions saugrenues et humiliantes. Je n'aime pas du tout non plus fliquer les gens qui rentrent, et Fred se rend très vite compte que je fais seulement semblant de regarder ma liste avant de donner les clés. C'est dégueulasse de devoir dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit aux visites ici. Que leur mère peut pas passer 1 heure là, qu'ils peuvent pas se vider la tête avec une cousine une soirée. Surtout quand ils sont là depuis 1 an et demi. Mais le truc, c'est qu'on a des procédures de mise à l'abri. Un mari violent peut se pointer, va faire la différence.
Même quand tu connais les visages, c'est pas possible. Alors, pas de visite. Pour personne. C'est tout. Téléphone, pareil. Et tu regardes ta grille. No comment. En cas d'urgence, c'est ces numéros-là que tu dois appeler. Ouais, il y a un ordre dégressif. Mais tant que c'est pas la nuit, tu m'appelles moi, ok? Mais la nuit, je réponds pas. À moins que le toit s'écroule ou qu'un gars se fasse planter. Tu m'appelles, même si c'est la nuit, dans ces cas-là. Alphonse, c'est le mec avec la doudoune verte que t'as déjà dû voir. C'est mon patron. Enfin, du coup, c'est notre patron. Voilà quoi. Voilà pourquoi le type que j'avais tutoyé en pensant que c'était un collègue de la maintenance m'avait regardé bizarrement et ne m'avait pas répondu. C'était pas un handicap mental. En fait, c'était le patron.